Regarde. Youpi! Ben, d'abord, c'est mon goût personnel de cinéphile pour les films de ce genre. Et puis le constat qu'en France, il ne s'en faisait pas. Il ne s'en faisait pas parce que les circuits n'étaient pas ouverts aux films français gore. On prenait des films anglo-saxons, dont c'est la culture et qui sont exploités comme tels, mais pas de films français. Bon, il y a eu très très peu d'exercices de ce genre et ça m'est donc venu pour envisager la production d'un film de ce style. Et puis en réfléchissant sur les sujets, prendre quelque chose qui puisse être en bordure du genre et des sujets traités et faire quelque chose qui renouvelle un petit peu le style. Donc c'est pour cela que j'ai envisagé, que j'ai produit La Revanche des Mortes Vivantes, qui est une synthèse de faits du quotidien avec des faits extraordinaires et le tout pour arriver en finale à une explication tout à fait cartésienne de l'histoire. Je ne crois pas avoir mis une petite annonce dans le film français pour le connaître, mais je pense qu'on s'est rencontrés par de relations, par des amis. Au Bois de Boulogne. Je travaillais au Bois de Boulogne à l'époque. Oui. Tu étais client, rappelle-toi. Mais Alors, moi, je veux bien. Hein. Le Bois de Boulogne, ça n'évoque pas grand-chose. Et... J'arrête. Pardon, pas Rollin, moi je me rappelle très bien. C'était en 86. Ah, exact. Oui. C'était Rollin qui t'avait donné mes coordonnées parce que j'avais fait La Morte Vivante avec lui. Voilà. C'est ça. Jean Rollin m'a branché sur toi, nous nous sommes vus. Et puis, bon, on a fait le parcours du film ensemble, c'est vrai. Et parcours qui était assez fourni, assez riche en effets spéciaux, en masques, en sang, en hémoglobine, donc tout un ensemble de choses, qui a amené donc Benoît à peaufiner ce style qu'il aime bien et qui nous a donc permis de faire par la suite encore d'autres choses. Mais ça a été notre première collaboration. C'est vrai. Alors grâce en soit rendu à Jean Rollin. Tout à fait, grâce à Jean Rollin. Voilà. Moi, ça devait être mon deuxième ou troisième long métrage en fait. Oui. Avant, j'avais fait La Morte Vivante, j'avais fait Clash de Raphaël Lelpar. C'est vrai que moi j'étais très, très content de faire ça parce qu'en fait je m'intéressais aux films fantastiques. Et c'était une possibilité de faire des monstres, des zombies, des effets gore, enfin des choses qui correspondaient au cinéma que j'aimais, ce qui était effectivement très rare à l'époque au sein du cinéma français même. Tout à fait. Bah oui, il y avait très très peu de films de ce genre. Mais d'ailleurs, ça t'a quand même forci, parce que je me souviens que pendant le tournage du film, le fait de manier ce bébé monstrueux et ces problèmes de naissance de bébé monstrueux, t'avais vraiment, vu la crédibilité du personnage et de la situation, un peu chatouillé personnellement, et tu voyais déjà un petit peu le sol déraper et hein? Oui, oui, il faut arrêter de fumer du gras, Jean-Claude. Et ça t'avait quand même, ce jour-là... Oui, c'est vrai. Je me rappelle, il fait allusion à une petite anecdote très amusante, en fait, qui était que pour faire l'effet de... Tu avais un bébé... Un bébé qui était déjà fabriqué, et en fait, tu m'avais demandé de faire un effet autour de ça. Oui, un poupée bébé, c'était pas un bébé... vivant, réel. Non, Jean-Claude, non, ça c'est interdit par la loi. Ouais, voilà, c'était du plastique. Oui, oui. Et du bon plastique. Oui, c'est vrai. Mais que je n'avais pas fabriqué en fait. Et j'avais fabriqué un faux ventre de femme enceinte, je crois, exact. Que j'avais détruit avec du trichloroéthylène pour révéler derrière, pour que la peau éclate et se fende et révéler le faux bébé derrière. Et en fait, le trichloroéthylène qui a été interdit depuis est un solvant très très puissant. Et comme on tournait dans une toute petite salle de bain, j'ai failli tomber dans les pommes, en fait, avec tous ces litres de produits toxiques qui étaient au-dessus de mon nez. C'est la première victime des mortes vivantes. Et je me rappelle, puisque ce jour-là, je ne me suis pas fait payer, en fait. C'était juste avant que je demande mon chèque, et je me suis réveillé, j'étais tout nu, j'avais plus ma carte bleue, tu m'avais volé mon portable, je crois. Évidemment. Et mais le lendemain, tout s'est retrouvé. Oui. Bah oui, quand j'ai envoyé mes hommes de main, les choses se sont arrangées, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, oui c'est sûr. Donc en fait, la Revanche des Morts Vivantes a failli être mon dernier film. Ton premier au niveau notoriété par la qualité du travail que tu as fait, et peut-être les risques que tu as pris personnellement t'a amené à envisager que ça puisse être le dernier.
C'est tout à fait possible. Mais tu en as fait d'autres depuis. Tu as sévi Ce auprès qui aurait d'autres été en fait productions. véritablement intéressant aurait été que je meure réellement en faisant cet effet Oui, et de voir comment vous seriez débarrassé de mon cadavre, j'aurais bien envisagé. embarrassé. En mettant de Ah bah l'acide, oui, c'était oui, évident. c'est sûr. Mais c'était pas écrit au scénario, alors donc on n'a pas été plus loin. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bah, c'est pour ça que j'ai eu la décence de ne pas mourir. Ouais, absolument. Puis de pouvoir poursuivre ton œuvre sur ce film et sur d'autres films. C'est vrai. Mais il est vrai que c'est un des rares films français, gore, qui existe et que je n'ai pas vu avant ou après cette production d'autres films français réalisés dans ce genre et dans cet esprit. Est-ce qu'il faut le prendre pour la raison est que la culture française ne fonctionne pas par rapport aux anglo-saxons et que ce genre de film n'est pas très bien accueilli en France? C'est possible, parce qu'en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, ça cartonne, ça a toujours bien reçu. Et bon, ce film d'ailleurs a fonctionné dans ces territoires. Mais en France, il n'y a pas de renouvellement de ce genre gore. Et je trouve que c'est un peu dommage. Mais... Les films ne marchent pas, parce que Oui. même le dernier exemple en date, c'est le film d'Alexandre Aja, qui est plutôt vachement bien et très très fidèle et ainsi de suite. Et puis même ça n'a pas marché. Enfin, cela dit, le film existe à l'étranger, quoi. C'est un peu un statut de film culte, mais c'est vrai qu'en France, le haute tension, ça n'a absolument pas marché, quoi. A eu une existence très, très riche pendant les 70 ans de son existence, avec des pièces écrites par des gens de tous bords, des médecins, des avocats, des commissaires de police, enfin des gens un peu marginaux du théâtre, de la dramaturgie, mais qui ont écrit leurs fantasmes et ça a donné lieu à des pièces qui déliraient sur le plan du gore et qui ont fait les beaux soirs de ce théâtre. Mais ça restait vraiment localisé à ce lieu du théâtre du Grand Guignol pour un public peut-être très mélangé au niveau classe sociale, mais qui y trouvait son plaisir. Mais au cinéma, non, on n'a pas retrouvé ce plaisir dans les films qui étaient faits. Et bon, peut-être dans les films étrangers, mais sûrement pas dans les quelques films français. C'est vrai. Donc nous, on a eu cette idée, on l'a fait, ça n'a pas déplu. Bon, il a été diffusé par la chaîne FX, qui je crois a été heureuse de pouvoir le diffuser, parce que justement, il n'y a pas tellement de titres français dans ce genre, et puis ça s'est bien passé. Mais sinon, je crois que la programmation de cette chaîne doit avoir des difficultés et ramer pour trouver des films de ce genre, des films français de ce genre, ça c'est certain. Mais c'est pour ça qu'il faudrait leur demander peut-être de passer le film en boucle. Ça résoudrait les problèmes de quotas, voilà. Il faudrait diffuser le film 24 heures sur 24, 6 mois par an. Oui, peut-être 7 mois même. 7 mois, bah, toute l'année. Hein. Toute l'année, ça fait beaucoup. Non, il faut laisser un peu la place aux autres. Mais 7 mois, j'y penserai. Je vais faire un courrier à la direction. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Et à part ça, qu'est-ce que tu deviens? Bah ça va. Bon. Je suis un peu interloqué par ces sublimes chaussures. Je me demande où est-ce qu'on peut trouver d'aussi belles chaussures. Oh, écoute, elles se trouvent à Paris. Il ne faut pas aller bien loin pour trouver ça. Bah, pourtant, hein, elles sont plus belles que les miennes. Là, tu dérapes. Là, tu vois, la chaussure peut faire l'objet d'une autre conversation, mais pas forcément... oui, c'est pour la revanche des chaussures vivantes. Voilà. C'est de cette production qui n'a jamais eu lieu. Oui, c'est ça. Oui. Mais ça, j'y ai pensé, mais si tu veux, c'est difficile, parce que je n'ai pas trouvé les interprètes. Bah oui. Ils jouent comme des pieds, mais... Oui, bravo, bravo. C'est pas toujours facile de les habiller. Ah oui, c'est vrai. En plus, je me rappelle très bien d'un truc, que j'étais pas content. Parce que j'avais fabriqué qu'une seule main de morte vivante. Oui, elle a été utilisée 3 fois. Pour que ça coûte moins cher. Et je t'avais bien expliqué que pour donner l'impression que la main était décharnée, on rajoutait des phalanges supplémentaires, mais qu'effectivement, quand on la mettait à côté d'une vraie main, on voyait la différence. Et comment elle s'appelait, Véronique Atanzaro, dans tous les plans, il y a sa main à côté, donc on comprend pas parce qu'on a l'impression que d'un côté, elle a une raquette de tennis et de l'autre... Ça, c'est sa vision des choses, mais non, je me souviens pas de ça. Ah, moi, je m'en souviens. Et sérieusement, en plus, je me rappelle très bien, d'habitude, je sais pas combien de temps avait duré le tournage, peut-être 15 jours ou 20 jours. Non, pour toi, parce que le tournage a duré 5 semaines. Ouais, 5 semaines en balle. Ouais. Et en fait, on avait un masque par comédienne. Oui. Ils n'ont jamais été changés, alors que sur les films d'habitude. Mais oui, mais justement, ça, c'est de se créer, tu vois, des garde-fous qu'on n'utilise pas. Nous, un masque par comédienne, ça a très bien fait le parcours. C'est vrai, cela dit, ça a tenu tout le parcours. La maquilleuse était soigneuse, elle le remettait, clac, et puis ça y est, et on l'enlevait le soir, et puis c'était bien. Pourquoi assurer des arrières très financièrement douloureux?
Bah, parce que j'aurais gagné plus d'argent. Ah bah oui, mais Ah, alors, Jean-Claude, là, faut tu bien vois, que je tu dérapes. Je J'aurais veux pu dire m'acheter des belles chaussures comme Ouais, ça en plus. ça, d'accord, mais je vais te dire que une bonne gestion du tournage et du plan de travail te permet de travailler avec un plan, uniquement avec un masque par visage. C'était C'est pas vrai. nécessaire de se compliquer la vie, puis C'est ça vrai. s'est très bien passé. Oui, c'est vrai. Je regrette simplement de ne pas les avoir gardés. Mais de toute façon, Je crois ça se décompose. Oui, C'est c'est la mousse de possible. latex, ça tient Oui, pas. oui, ça tient pas. Je crois qu'elles sont parties avec en souvenir. Quasiment 20 ans Les comédiennes maintenant. l'ont gardé, elles me l'ont demandé et je leur ai donné. Bah là, il n'y a plus rien. Oui. Ça doit être du biscuit Voilà. quelque part. Il n'y a dans plus une de poubelle. comédiennes, il n'y a plus de Non. masques. Il n'y a plus rien. Un peu, enfin, les comédiennes, je sais pas, mais les masques, là, Oui, oui. ça m'étonnerait fort quand même qu'ils soient encore en vie. Bah écoutez, elles sont venues. Elles viennent de sortir, c'est bête, elles viennent de sortir. Les filles, revenez! Elles sont Ah venues oui, c'est ça. sur le fait que bon, on a cherché, on a demandé à 2-3 agents, et puis là, ça se répète un petit peu, puis elles sont venues au bureau. Puis il y en a avec laquelle j'avais déjà tourné, Véronique Catanzaro, j'avais tourné déjà un ou deux films avec elle, deux films avec elle. C'est elle qui a la main, je crois. C'est la Éducation principale. anglaise et puis dressage, c'est l'une des principales. C'est celle oui. qui a la main, oui, c'est ça, Oui. je crois. Il fait une fixation là sur sa main. Et puis les autres sont venus par agent ou relation. Et puis en fait, il fallait qu'elles soient là, qu'elles aient une présence, parce que la plupart du temps, elles avaient le masque, donc c'était moins quelque chose de photogénique qu'une présence et une crédibilité avec dissimulé sous le masque, quoi. Puis les comédiens, comme on a joué le genre, on n'a pas cherché, pour éviter également aussi un devis trop lourd, on n'a pas cherché à prendre et engager des comédiens dont la notoriété aurait pu être plus coûteuse. Donc là, on a... Oui, parce que moi, je me rappelle quand Sharon Stone a appelé au bureau pour jouer La Mort vivante. Non, mais j'étais pas libre à ce moment-là. Jean-Claude a dit non, non. J'étais pas libre. Elle ne voulait pas tourner pour 1000 francs. Voilà, c'est ça. Et oui, il sait tout, lui. Ah hein. ouais, bah oui, je me rappelle où j'y étais. Non, mais ça, il me semble que c'était le genre qui prédominait, et donc c'était ce qu'il fallait en priorité, et plutôt donner, si vous voulez, la priorité aux effets spéciaux qui sont assez onéreux, et donc à ce moment-là, serrer un peu le budget des comédiens, et à ce moment-là, arriver à faire un film crédible dans l'angoisse, le gore et tout cela. Mais c'était au détriment du casting. Je veux dire qu'on n'a pas pu avoir justement Sharon Stone parce qu'on avait Benoît Lestan. Pour eux, un film de gore, un film d'horreur était automatiquement interdit au moins de 16 ans. Donc qu'après on y mette donc le X n'était pas donc sujet de l'histoire, donc n'était pas abordé, il n'y avait pas une violence extrême, donc il a été interdit au moins de 16 ans pour les images de gore, d'intestins déchirés, sanglants qui tombaient sur le capot de la voiture, ou les différentes scènes sanglantes qui parsèment qui parsèment le film, quoi. Qui était récupéré, Trip, qui était récupéré à la Boucherie Bernard, je me rappelle bien, puisque le film était tourné à la Ferté-Alais, près du Mans, où il y avait dit plutôt la Ferté-Bernard. La Ferté-Bernard, oui, je crois. Oui, la Ferté-Bernard, les Boucheries Bernard, c'était... Ou la Ferté-Alais, je ne sais plus. Enfin, la Ferté quelque chose, parce que je me renvoie quand je prenais le train pour y aller. La Ferté-Alais, c'est là... Et il y avait l'usine Socopa. Voilà, c'est là où vous puisez votre esprit, mon cher. Oui, c'est ça. C'est là où je vais me ressourcer, en fait, le film de Jean-Claude Roy, où je reste... Ferté-Bernard, Ferté-Alais. Non, il était tourné il était tourné à Paris. Enfin, en province, oui, c'est vrai. C'était la Ferté-Bernard, non. Et à Coulommiers. Oui, c'est ça. Ah, je m'en souviens, Jean-Claude, dans la... Non, mais c'était à Coulommiers, mais il n'a pas été tourné... Bon, enfin, peu importe, je ne me souviens plus exactement. Ça fait quand même plus de 20 ans, donc les points de vue précis des décors, je n'ai plus vraiment en mémoire. Mais donc, où il fallait, quand il fallait, il a été tourné. Avec les éléments qui convenaient. Extraordinaire. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. À Paris, ça avait fait 50 000 à peu près. Ah, c'est des chiffres énormes. Hein. Oui. Au Et puis en province, oui, tout à l'heure, on a dû faire 150 000 entrées, ça fait 200 000 entrées l'un dans l'autre. Il y a 20 ans. Et le tout avec 20 copies.
producteur indépendant, je m'appuyais sur un circuit indépendant qui était le circuit des Siriski. Les frères Siriski avaient des salles et géraient des salles aux Champs-Élysées, sur les grands boulevards, un peu partout. Et ils avaient des retombées en province avec des distributeurs régionaux. Et puis tout ça a explosé. Parafrance a très rapidement disparu à ce moment-là. Les frères Siriski ont cédé leurs salles. Parafrance est devenue une société d'abord de production internationale et puis après s'est évanouie dans le paysage audiovisuel français. Et malheureusement, les régionaux, les distributeurs régionaux, les uns après les autres, disparus. Donc il fallait venir au circuit qui existe maintenant, qui commençait à se construire d'une façon déjà assez difficile, enfin assez dure, c'est-à-dire Gaumont et UGC. Et dans ces circuits-là, dans la mesure où vous êtes indépendant et que vous ne vous inclinez pas devant les diktats de publicité nécessaires et de copies, du nombre de copies à tirer, ben, c'est fini, ils ne prennent pas le film. Donc, et d'accepter leur diktat, de prendre ces risques et de dire le film, s'il ne marche pas au bout de 15 jours, il déménage et vous vous retrouvez avec 50 ou 100 copies sur les bras, c'est quelque chose qu'un indépendant peut comprendre financièrement, mais peut difficilement admettre. Et ceux qui résistent, bon, c'est les entités, ce sont les sociétés entités de ces circuits qui sont appuyées par le CNC, qui donnent les aides pour les tirages de copies et qui, évidemment, faussent la donne, quoi. Donc il n'y a plus personne pour envisager de faire une production de ce genre avec le risque commercial que ça représente et que personne ne veut assumer. Oh, c'est vide.